Bon, enregistrement. Euh, je viens de lire le dossier de Rémi. Donc, du coup, c'est une vidéo que je fais d'abord pour toi, Rémi, mais c'est aussi pour. Je vais faire comme si je te parlais du coup. Mais c'est un peu dans la suite aussi des podcasts que j'enregistre. Je sais pas pourquoi, pour l'instant je le fais, mais je sais pas si je veux les mettre en ligne immédiatement. En fait, je pense pas les mettre en ligne, contrairement à ce que j'ai fait dans le mémoire. Mais je crois que c'est intéressant que je les fasse quand même. Je crois que je veux c'est une sorte d'expérimentation. Bon. Euh, donc voilà, donc je le fais du coup pour déployer une parole et pour l'enregistrer. Et aussi, donc j'ai lu du coup ton dossier, et j'ai lu, et puis aussi, c'est aussi en lien avec, je peux essayer de faire, ça me faisait le lien aussi avec ce que je, ce que je vis en ce moment, du coup, qui m'a l'air un peu proche dans un sens, même si je sais pas trop encore comment. Bon. Donc, il y a, voilà, ce truc-là, du coup, bah, ce mec qui veut pas, enfin, qui se pose des questions sur, en tant que metteur en scène, sur sa pratique, sur ce qu'il fait, sur son rôle en fait là-dedans. Il y a une crise du sens en fait qui est posée. Alors, ce côté un peu burn-out, il y a. Penser à ça, il y avait des podcasts là-dessus d'ailleurs. Peut-être que je t'envoie ça. Et et donc, ouais, en fait, il veut quitter, il veut aller vers la mer, il n'y arrive pas. Il est juste en doute. Mais il y a cette idée de lâcher quelque chose. C'est marrant parce que tu utilises le terme. Ça me fait bizarre de te parler à toi. Je sais pas si je dois m'adresser à toi ou autre chose. Utiliser le terme d'affaissement, ça suppose justement un truc qui lâche, quoi, qui lâche prise dans quelque chose. Mais je suis pas sûr que ce soit ça, en fait, le bon terme, affaissement. En fait, c'est ça le problème. Parce qu'affaissement, il y a un truc, voilà, c'est on relâche quelque chose quand même, quelque chose qui se relâche. Il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus d'un truc qui sait se tenir, mais il y a au contraire une relâche de quelque chose. Alors, on comprend quand même ce que ça signifie, mais est-ce que c'est très juste? Est-ce que ça marche comme ça? Je sais pas. Moi, je me rends compte que c'est pas tout à fait ça. Euh, donc là, comme parce qu'il y a ce truc-là, j'aime bien parce qu'en fait, il y avait cette idée que voilà, c'est comme quand on va voir des amis, les amis de l'enfance, qui eux sont restés dans le même village, et bien en effet, on a l'impression que ils n'ont pas du coup vécu les mêmes. Non, il y a un côté les mêmes aventures que nous, et que du coup, ils ont un peu une sorte de truc qui aurait stagné quelque part. Une sorte de sécurité en fait qui aurait été là. Ils sont restés dans une sécurité, et finalement, ça les a pas aidés quoi en fait. Enfin, ça les a pas aidés, c'est pas méchant de dire ça, mais on se reconnaît plus là-dedans. Alors, j'aime pas trop l'idée de faire des hiérarchies, mais c'est vrai que il y a cette idée que voilà, on se sent, on s'est dit, bah, on a pris une liberté en sortant du cocon familial, de la ville d'origine, et que du coup, on en est sorti plus fort aussi, quelque part. Mais en même temps, ça rejoint aussi la discussion qu'il y avait au début, quoi. En même temps, s'il y a ça, c'est qu'il y a un besoin, c'est qu'il y a un besoin de fuite, il y a un besoin de sortir quelque part. Et que si on reste dans un endroit, c'est qu'on y est bien aussi, dans un sens. Et qu'on n'a pas besoin de chercher autre chose. Donc peut-être que la question, c'est plutôt quel est ce besoin-là, comment on peut mettre en place les conditions pour arriver à cette extériorité. S'il n'y a pas besoin d'une fuite, c'est qu'il n'y a pas besoin d'une fuite. C'est pas la peine de sortir ailleurs, de voir autre chose.
Moi, je me pose cette question-là aussi, parce que là, du coup, j'ai fini mes études sur Angoulême. Et du coup, je me dis, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que c'est bien que est-ce qu'il vaut mieux que je parte ailleurs? Est-ce qu'il vaut mieux que, je sais pas, j'aille sur Paris, par exemple? Mais en fait, je me dis, bah, non, je suis bien sur Angoulême, je peux y rester. Et c'est un pied à terre pour aller ailleurs, quoi. Donc, rester sur Angoulême, c'est pas stagner pour moi. C'est au contraire prendre le temps, peut-être aussi être un rythme un peu plus lent, mais prendre le temps de, euh, de prendre soin d'autre chose, quoi. De me dire sur Angoulême, par exemple, je peux vivre avec peu d'argent, le RSA par exemple, ou même aussi un mi-temps ou quoi. Et donc du coup, j'ai pu accourir partout, mais du coup, ça m'a aussi d'investir des choses que je trouve importantes et de creuser quelque chose. Par exemple, des relations amoureuses, par exemple, un travail artistique sur le long terme, euh, sans être dans une espèce de course à qu'est-ce qui se passe autour de moi tout de suite. Prendre le temps de lire aussi. Enfin. Donc c'est peut-être plus ça. Et je me dis, bah, peut-être que les personnes qui aussi sont pas sont dit affaissées, se sont affaissées, peut-être quelque part qu'elles expérimentent d'autres choses à côté, qui est pas qui est pas la même chose que c'est des choses différentes, mais en fait on le voit pas, mais il y a d'autres choses qui sont expérimentées tout de même. Après, je pense quand même aussi qu'il y a bon ce truc là de quelque chose qui permet de pas aller vers l'extérieur aussi. C'est un truc on avait beaucoup ça. Moi c'est pareil, hein, à la fin de l'adolescence par exemple. Je me disais, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans ma ville de mes parents? En fait, je ne voulais pas, ça me stressait. Ou est-ce que je vais ailleurs? Mais ça me stressait aussi d'aller ailleurs, d'aller dans une autre ville que je connaissais pas tout seul, ça me faisait peur beaucoup. Mais en même temps, je savais que c'était l'occasion de le faire et je voulais pas que fallait que je le fasse, voilà, fallait le faire. Et je me suis mis cette pression-là aussi un petit peu. Mais c'est aussi parce que c'est pas tant parce que l'extérieur était mieux, c'était plutôt parce que je me plaisais pas là où j'étais. C'est surtout ça. Et pareil, quand je suis allé à Shanghai, je savais que là où j'étais, ça allait pas. Il y avait quelque chose qui allait pas, donc il fallait que j'aille loin pour comprendre ce qui se passe. Et je crois que c'est plutôt ça, c'est on va à l'extérieur, on cherche un extérieur, pas parce que l'extérieur est censé être mieux, parce qu'en fait on n'en sait absolument rien, mais plutôt parce qu'on a compris que on atteint une limite là où on est. Et c'est peut-être ça en fait, peut-être que justement il y a des gens qui n'ont pas atteint des limites à ce moment-là, et puis qui du coup sont très contents aussi d'être à l'endroit où est-ce qu'ils sont, et qui n'ont pas envie d'aller plus loin. Soit ils ont peur, soit ils ont aussi enfin, soit on a peur de dépasser la limite, parce qu'on a peur de risquer quelque chose qui nous plaît, mais il faut aussi quelque part avoir épuisé les ressources là où on est, avoir épuisé ce qui nous est du bien là où on est aussi. Donc voilà, alors c'est pour ça, est-ce que c'est un affaissement? Affaissement, il y a l'idée de lâcher prise aussi. En fait, c'est ça, c'est que dans l'affaissement, il y a un truc qui fait que voilà, on lâche prise, on se détend. Donc c'est vrai qu'il y a cette question-là. Ouais. Et en même temps, bon bah, c'est peut-être pas plus mal aussi de lâcher prise, de justement d'être. Voilà. Et je crois qu'en effet, quelque part, si on va voir ailleurs, c'est qu'on n'est pas capable de s'affaisser peut-être. Peut-être que c'est parce que justement, il y a un endroit où on aimerait s'affaisser, où on aimerait être bien, on aimerait être un peu comme en vacances, et puis on n'y arrive pas. Donc on cherche un autre endroit où on peut l'être. On cherche ailleurs, quoi. On cherche autre chose. Je crois que c'est les cycles, hein, aussi, ces choses-là. Bon, donc voilà, donc je disais, ouais, je parlais. Là, par exemple, voilà, bon, bah, là, il y a ma résidence la résidence sur Toronto. J'étais super stressé sur la question des logements. Bon, bah, par exemple, ouais, le fait de prendre des logements en avance va du coup, je sais pas, c'est une forme d'affaissement. Moi, j'ai l'impression d'être un peu un bourgeois qui s'autorise à acheter plus cher des logements. De l'autre côté, ça me permet en effet de m'affaisser, mais d'avoir aussi des logements corrects, je sais qu'ils sont bien. Et comme ça, tout de suite, je peux commencer à investir du temps, de l'énergie dans ce que je trouve important, et pas dans les logements que je trouve moins important pour le coup. Parce que du coup, ce sera fait en amont, quoi. Euh, voilà. Je pense aussi à un truc. Donc ça, voilà, là hier, du coup, j'ai été dans un sauna gay, et pour moi, c'était une sorte de première. C'est-à-dire, enfin, première, c'était la deuxième fois que j'y allais, mais là, il y avait beaucoup de monde. La dernière fois, il y avait personne. Là, il y avait beaucoup de monde, et du coup, il y avait une énergie sexuelle en fait. Ça
ça baisait dans tous les coins. Et à la fois, c'était pour moi très surprenant, surréaliste, quelque chose de très nouveau aussi, quelque chose qui véhiculait beaucoup d'émotions, mais qui en même temps était aussi assez excitant. C'est quelque chose que je voulais découvrir aussi. Euh, et en fait, j'ai été content justement de me confronter à ce qui me faisait peur, en fait, d'aller voir toutes ces choses-là. Et, euh, et après coup, en fait, vers la fin, alors bon, j'ai quand même été ultra prudent, beaucoup plus que la plupart des gens qui étaient là-bas. Euh, mais tout de même, j'ai eu un doute sur un risque que j'aurais pu prendre, un risque lié au VIH, qui reste assez minime, mais quand même, moi, ça m'a posé des questions, du coup. Et c'est partie des formes un peu d'accidents, des zones un peu où je savais pas si c'était un risque ou pas. Et du coup, ça m'a fait flipper par exemple par rapport à ce truc-là. Et là, je voyais bah, là, que là, j'avais une sorte de limite qui était là. Et que finalement, cette peur-là aussi, cette peur-là, en fait, liée à la sexualité, était liée beaucoup au VIH aussi. Et à une grande peur. Et que si je m'autorisais pas, en fait, à aller à l'extérieur, c'est qu'il y avait plein de peurs sous-jacentes qui étaient liées à ça, qu'il fallait d'abord enlever, quoi. Et donc la peur de la mort, la peur du rejet. Et que ces peurs-là, ils ont été instillées aussi depuis longtemps à l'école. La peur du VIH comme un truc terrible et tout ça. Ça rappelait aussi l'exclusion de l'homosexualité en partie. Donc c'était... Mais surtout en même temps qu'on traverse beaucoup ça aussi, hein, cette peur-là de mince, est-ce que j'ai pris un risque ou pas, puis on psychote sur un truc un peu à la con. Et, mais je raconte ça, mais j'ai l'impression que c'est lié quand même aussi, en fait, je me rends compte. Parce qu'en fait, c'est un peu la même angoisse, en fait. C'est cette angoisse-là de... C'est un peu ça pour le VIH, un petit peu. C'est... voilà, j'aimerais bien vivre ma vie, et pour vivre ma vie de jeune, vivre ma vie, vivre mes désirs, bah il faut que je puisse justement... il faut que je puisse... Voilà, c'est coucher avec quelqu'un si ça me plaît, expérimenter une vie sexuelle. Et en même temps, il y a ce risque-là, espèce de danger qui plane de oui, mais attention, parce que si justement, enfin, il peut arriver un risque que je maîtrise pas, et sur lequel en fait j'ai pas de maîtrise du tout, assez limité en tout cas, il peut y avoir un risque d'avoir le VIH. C'est comme si c'était un risque qui était nécessaire. C'est comme si moi j'essayais d'avoir aucun risque, de, de limiter tout risque possible. Et en fait, le truc c'est que c'est compliqué parce que il y en a, on peut le limiter grandement, mais il y en a forcément un peu, et on peut pas trop le maîtriser. Il y a un côté comme ça. Et je crois que c'est un peu pareil aussi là, c'est un peu pareil pour Toronto par exemple. J'essaie de maîtriser ce qu'il faut avec le logement. Je peux en effet voilà, préparer à l'avance le logement et tout, mais en fait, j'ai aucune assurance. Je peux très bien être bloqué à l'aéroport pour un truc à la con. Enfin, et en fait, je peux pas tout maîtriser dans ce voyage-là. Donc il y a forcément des choses qui. Enfin, il y a peut-être des choses qui vont pas marcher en fait. Et que peut-être que ça va se casser la gueule. Peut-être que sur place, j'aurai un problème de santé. Et en fait, je peux pas maîtriser ça. Je crois que c'est ça un peu. Et je crois que ce truc-là, c'est question du privilège, parce qu'il y avait cette dualité avec le privilège qui était intéressante là. C'est d'un côté, on a un privilège dont on veut pas s'enlever, et de l'autre, il y a justement cet appel de l'aventure, cette possibilité de vivre autre chose, dans ce désir, cet inconnu. Voilà. Et quand justement on tient à ces privilèges, c'est là où il y a cette forme d'affaissement. Mais est-ce qu'un affaissement, c'est ça? Je crois pas justement, parce que euh, par exemple, dans le cadre du sexe et du VIH, justement, il y a eu une forme de libération et une forme de lâcher prise. Alors, je vais pas dire que c'est un affaissement, mais c'est plus un relâchement, on va dire, un relâchement dans le fait de pouvoir euh, coucher avec des gens, enfin en tout cas, voilà, en tout cas dans des rapports sexuels. Et, euh, et justement, en m'autorisant le risque en fait, c'est comme si en relâchant, les choses s'étalent
Et en même temps, on prend la place qu'on n'avait pas pris avant, mais en même temps, on est aussi plus faible et plus fragile aussi. Donc on a peur que qu'en prenant de la place, on soit cassé aussi. On arrive sur. C'est comme si voilà, on se répandait sur le sol, mais qu'on a peur qu'il y ait des endroits sur le sol qui soient dangereux, bouillants, que ça fasse mal, quoi. Non. Comme s'il y avait des punaises sur le sol, possiblement, quoi. Voilà. Et justement, le moment où je me suis dit, bah merde, oh là là, le VIH et tout, à ce moment-là, justement, je me suis raidi. Je me suis dit, oulala, faut pas que j'aille au sauna, faut que est-ce qu'il faut que j'aille à l'hôpital ou pas, Donc, là, il y avait un contrôle, en fait. Là, j'essayais au contraire de tout maîtriser, de tout tenir, quoi. J'étais pas sur ce truc-là de se dire, bah je verrai bien, par exemple. Au contraire, j'étais flippé. Donc il y avait. Voilà, et encore là, par exemple, je me dis, voilà, bon, là, du coup, maintenant, il est un peu trop tard, mais je me disais, est-ce qu'il c'est la peine que j'aille faire un TPE, un truc comme ça, traitement première exposition et tout. Et bon, finalement, le risque est minime, et je regardais, en fait, on peut pas donner du TPE dans ces cas-là. Mais donc en fait, c'est plus moi qui psychote, en fait. Simplement, le risque est minime, mais c'est comme si ce risque minime-là, j'avais du mal à l'accepter quand même aussi, quelque part. Et je crois que c'est ça, en fait, un petit peu. C'est comme si on pouvait relâcher la pression au moment où on accepte, en fait, les conséquences. Soit on est inconscient et puis on s'en fout, mais c'est une manière d'accepter aussi. Mais c'est une manière, voilà, d'accepter les conséquences. Et c'est comme si, justement, on reste dans ses privilèges parce qu'on n'accepte pas les conséquences de la fin des privilèges. On n'accepte pas la possibilité, en fait, de ce que c'est, quoi. Là, j'acceptais pas l'idée que je puisse avoir euh, le VIH. Même si le. Faut que je dorme. Même si le risque est léger, très léger. Mais c'est quand même un risque qu'elle a, quoi. Ça fait pareil à Shanghai aussi, hein. Euh, J'allais à Shanghai en me disant, bah voilà, en me disant que j'ai qu'une vie, il faut que j'en profite, et que de toute manière, à Poitiers, je me sentais pas bien, il fallait que je voie autre chose, quoi. Et en même temps, j'étais complètement paniqué à part Shanghai, parce que je me dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais me perdre. Qu'est-ce qui se passe si je chope le paludisme et tout ça? Enfin, j'étais très flippé, en fait. Et flippé de tout. Hein, mais c'est comme si j'avais pas pris ce risque-là, hein. Bah, c'est vraiment ça, quoi. Ça passe beaucoup sur la maladie aussi, hein. C'est comme si donc le paludisme et le VIH, par exemple, il y avait une sorte de psychose qui était liée à ça. Et c'est encore le cas maintenant d'ailleurs, mais qui fait que je vais me surprotéger au point que même s'il y a un risque minime, ça va me faire flipper, même si ce risque est vraiment minime par rapport à ça. Donc voilà. Ce qui sont des privilèges, elle y a aussi, en fait, je me rends compte dans le, la question du genre, par exemple. La question du genre, bon, j'ai bien pu voir ça cette année, en me questionnant pas mal sur le genre masculin. Je voyais que j'étais en fait enfermé dans un rôle masculin, mais que j'osais pas en sortir parce que c'est aussi un rôle privilégié. Et qu'en fait, peut-être que je serais très bien en femme ou en trans non-binaire, mais que ça m'irait pour moi, mais qu'en fait, ça serait compliqué à vivre parce que ça renvoyait en fait à toute une construction de la masculinité qui s'est faite dans la violence et ça me confrontait à tout plein de peurs en fait en amont, toute une construction traumatique de peur là-dessus. Donc le privilège, c'était une manière au contraire de tenir ça, hein, de rester, d'essayer de contrôler quelque chose. Donc il y a quelque chose qui retient, au contraire. Et moi, je vois bien que justement, les moments où après j'ai essayé de relâcher la pression sur la question de trans, etc., ça s'est fait dans des moments justement où je me disais, bah tant pis, j'accepte ce qui se passe, j'accepte les conséquences. Euh, voilà, j'arrête d'essayer de tout contrôler en fait. Je me rendais pas compte, mais je contrôlais tout. En fait, je contrôlais tout. Et c'est au moment où on arrête de contrôler, où on lâche, justement, qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Donc c'est pour ça, je crois qu'il y a vraiment cette question de lâcher. Et d'ailleurs, et c'est peut-être ça qui a une ambiguïté aussi là-dessus, et c'est là c'est intéressant, ça devient intéressant. Là. C'est la question, du coup, de la lutte, en fait, et de l'affaissement dans la lutte. On pourrait se dire, et c'est peut-être là où il y a cette espèce d'ambiguïté, dans la lutte, il y a l'idée on ne lâche rien, on ne lâche rien dans la lutte. Mais, mais on lâche rien, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que la lutte, elle doit être justement autoritaire, elle doit être tenue, elle doit être contrôlée. On doit contrôler la lutte, c'est un contrôle qui se fait.
Voilà, donc c'est comme si on doit lutter, comme on doit travailler, il faut rester au boulot jusqu'à 18 h. Voilà, il faut manifester, il faut faire la grève, mais une grève où on fait un piquet de grève, donc c'est une grève où on travaille quand même, parce qu'il faut travailler à la grève. Et puis, en fait, bon, bah, cette métaphysique de la mobilisation, déjà, elle est attaquée par les négristes, je crois, enfin en tout cas par tout ce mouvement qui va revendiquer la démobilisation, justement. Moi, je m'intéresse beaucoup plus à ça aussi. Et, et on peut se dire que peut-être que cette idée de la lutte, elle est aussi, c'est une idée assez triste, en fait, assez dure. La lutte n'a pas à être forcément dans une position, justement, il faut contrôler quelque chose, il faut tenir la lutte jusqu'au bout. On peut dire que la société entre guillemets révolutionnaire, elle arrive au moment où on arrête en fait de tout contrôler, on arrête d'être crispé, hein, où les choses se font comme en vacances. On va pas dire en vacances. Le moment des vacances, c'est le moment justement où on lâche, où on se lâche. Il y a un relâchement, on dit bah on est bien, on est tranquille. Euh, En fait, quelque part, ce qu'on cherche, c'est d'abord ces vacances-là. Moi, en tout cas, ce que je cherche, moi, ce que j'aimerais, c'est que ma vie soit faite que de vacances. Et pour moi, une vie, quelque part, une vie qu'on passe à lutter, est-ce que c'est vraiment. On le fait parce qu'on n'a pas le choix, bien sûr, mais c'est pas forcément très cool. Parce qu'à un sens, c'est plutôt une vie avec que des vacances. Une vie, quelque part, où on n'a plus à lutter, en fait. Donc, est-ce que le but de la lutte, c'est pas plutôt l'abolition de la lutte? Euh, Est-ce que les homosexuels luttent euh, pour parce qu'ils aiment ça lutter, ou est-ce qu'ils luttent parce que quelque part ils sont dans une société qui leur donne pas de place, et que donc du coup la seule chose qu'ils ont pour faire une place, c'est de lutter pour s'aménager un espace dans lequel ils vont pouvoir justement être bien, être un peu en vacances. C'est ça en fait je crois qu'il y a. Donc et puis je vois bien ça aussi dans le. En fait, il y a un peu ça dans la méditation, c'est pareil. Ça, c'est Krishnamurti qui en parle pas mal. Il y a l'idée qu'en fait, dans la méditation, bah, justement, il faut lâcher prise, il faut lâcher quelque chose. Ça se base du principe que quelque part, notre mental, notre esprit, c'est de forcer les choses. La conscience en fait, qui est liée à une mémoire émotionnelle qui va mettre des murs partout, comme ça, va nous obliger à nous concentrer sur, voilà, on va dire, tiens, il faut absolument que je fasse mes devoirs avant ce soir, ou voilà. Même si, en fait, dans les faits, c'est pas forcément ce qu'il faut faire, en premier lieu. Euh, et en fait, on va se forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas envie, en fait. Voilà. Euh, Moi, par exemple, là, ça serait là sur le truc des logements à Toronto, ça serait voilà, ça serait par exemple que euh, j'aimerais avoir l'image de quelqu'un de suffisamment débrouillard et aventurier pour pouvoir me débrouiller et prendre des logements sur place. Sauf que, en réalité, ça m'angoisse de faire ça. Mais voilà, je suis pris par cette peur-là, et puis je suis pris aussi par une autre peur qui est que je veux pas dépenser de l'argent n'importe comment. Il y a un côté, si je dépense de l'argent plus que nécessaire, par exemple si je dépense de l'argent, si j'achète un logement en avance euh, et qu'il est bien et que j'achète en avance, c'est comme si du coup j'achetais du confort. Et donc du coup ce confort-là, c'est un confort que moi, en tant que mec qui est pas bourgeois, j'ai pas le droit de m'acheter. Donc ça, c'est un conditionnement de classe aussi, je me rends compte. C'est comme si je m'autorisais pas à faire ça, quoi, du coup. J'ai acheté le logement le moins cher, c'est tout, quoi. J'ai acheté prendre le loyer le moins cher, euh, qui correspond à un certain nombre de critères, mais si c'est du confort superflu, j'ai pas à le faire, en fait. Bon, et ben là, je me rends compte, bah, en fait, ça, c'est que je me forçais à avoir un truc bon marché, je me forçais à me mettre en difficulté et risquer, alors qu'en fait, j'en avais pas envie. Alors qu'en fait, au fond, moi, ça m'allait très bien, quelque part, de prendre des logements en avance, même si c'était un peu plus cher. Euh, Moi, je me sentais mieux comme ça, en fait. Euh, donc, en effet, peut-être que, bon, là, sur la question de l'affaissement, voilà, bon, on voit que c'est tout le truc, mais que là, par exemple, c'est marrant, c'est comme si j'essayais de forcer un lâcher prise, de forcer une manière de se débrouiller,
Sauf que ça marchait pas parce que j'avais pas suffisamment de... En fait, j'étais pas suffisamment sécurisé pour ça. En fait. Mais peut-être que d'ici quelques années, j'aurai de l'aisance sur la question du logement, et là, je pourrais, dans d'autres villes, dans d'autres circonstances, euh, pouvoir comme ça visiter les apparts et puis en prendre un, voilà. Bon. Mais là, ça me semblait pas cohérent. Je le sentais pas en fait. Donc je crois qu'en fait, il y a, bon, j'ai un peu cette pensée que les choses se font un peu naturellement, mais il y a un truc qui est que, en fait, il y a une dialectique entre ce qui est de l'ordre d'une sécurité pour soi, en fait, on se sécurise, et puis ce qui est de l'ordre de ce qui est en dehors de cette sécurité, en dehors de la zone de confort, qui va être le réel, justement, et avec qui on va pouvoir dealer. Et puis des fois, justement, quand notre zone de confort elle est un peu trop confortable, on peut essayer de d'aller un peu plus loin et d'aller dans le réel, comme ça, et de, de se nourrir du réel, de le digérer. Mais disons que c'est aussi un truc où voilà, on y va petit à petit, c'est-à-dire que y aller à deux pas, à deux pieds, ça peut être aussi dangereux, ça peut être un truc qu'on peut regretter. Euh, Si par exemple, là, je choisis de prendre un avion pour une destination inconnue, sans argent, je vais peut-être le regretter. D'ailleurs, je sais pas, où sont mes clés d'ailleurs? Euh, Non, c'est pas, elles sont là, j'ai eu peur. Euh, je pensais à ça aussi, par exemple. Il y avait une fille, donc c'était, je regardais ça, des témoignages de personnes qui ont fait du nu sur Internet. C'est un peu la même chose aussi, hein, cette chose-là. Il y avait, donc pareil, hein, il y a cet espace privé, on va dire, qui est une zone de confort, et puis le réel qui serait cet espace privé qui essaie d'aller d'être dans l'espace public au fur et à mesure. Donc c'est des gens qui se prenaient du coup en photo et qui les postaient sur Internet. Alors y en a une par exemple qui, enfin deux en fait, deux qui ont fait ça et ça se passait très bien, qui ont commencé à mettre des photos d'elles, mais euh, pas hyper pornographiques, plutôt érotiques, artistiques, travaillées, et puis qui les ont mis sur des sites spécialisés, euh, pas pornographiques mais plutôt érotiques, et puis donc du coup elles ont commencé comme ça à avoir des communautés, des gens qui la soutenaient, voilà, et donc du coup elles pouvaient sélectionner aussi les personnes qu'elles contactaient et tout, donc il y avait, ça s'est fait progressivement, et ça s'est fait justement sans, dans un climat de bienveillance, et en grossissant progressivement au fur et à mesure, comme ça, voilà. Et puis maintenant, elle fait des shootings photos avec plein de gens, voilà, elle est reconnue dans ce milieu-là et tout. Il y a une autre personne qui, elle, a commencé à poster des photos d'elle nue aussi, mais peut-être sur Facebook, en faisant pas de différence entre ses amis qu'elle connaissait et puis justement des communautés plus anonymes. Elle se faisait souvent insulter, par exemple, des gens qui considéraient que ces photos étaient pornographiques et qui subissaient des formes de harcèlement, mais elle continue à le faire aussi, quoi. Donc du coup, au fur et à mesure, bah, en fait, elle a commencé justement à accumuler beaucoup de réactions négatives. Euh, mais ces photos étaient aussi pas... bon, c'est un peu binaire comme truc, hein, mais pas esthétisées. Euh, et en fait, c'est comme si elle avait été mise dans la catégorie un peu pornographique et pas catégorie érotico-artistique. Donc du coup, en fait, elle s'est pas protégée de ça, elle est peut-être un peu trop vite, justement, elle s'est mise dans la jungle directement, sans précaution, et puis du coup, elle est ressortie dégoûtée. Et donc forcément, bah, ça l'a un peu traumatisée, cette expérience-là, quoi. Et il y a ce truc-là, en fait, il y a cette idée que le trauma, aussi, la question du trauma, ça peut être pensé dès le moment où, en fait, c'est le réel qui rentre par effraction dans justement la zone de confort, quoi. Le réel rentre beaucoup trop fort, quoi, d'un côté comme ça. Et c'est là où il y a justement un truc traumatique, qui est assez violent. Et les phénomènes de harcèlement, bon, bah, tout ce qui est de viol, de guerre, tout ça, hein, mais moi j'ai vécu justement du harcèlement et c'est comme ça que je le comprends aussi. C'est comme un moment où le réel est rentré trop profondément, avec beaucoup trop de violence, et qui a désorganisé complètement l'espace mental, la représentation, euh, l'imaginaire, le sens qu'on plaque sur les choses. Et c'est vraiment une effraction, c'est vraiment comme une intrusion violente, quoi. Et, euh, et à ce moment-là, forcément, bah, on fait attention, on est très attentif parce que du coup, on veut tout, on veut pas que ça recommence, donc on barricade tout, quoi, par exemple.
Donc il y a une sorte de... Je crois qu'en général, ça pose pas trop de problèmes quand on se sent suffisamment prêt et qu'on va à l'extérieur parce qu'on y va progressivement, on y va par petites touches, quoi, en fait, par palier. Mais si on y va trop rapidement, en fait, on peut se faire rejeter assez vite. Et puis si on a une mauvaise expérience, et puis si en effet il y a une intrusion et que ça vient de l'extérieur, ça peut être traumatisant parce que là, du coup, on se blinde et on se bloque aussi beaucoup à ce niveau-là. Donc c'est des mécanismes comme ça, en fait. C'est un peu ce mécanisme que j'essaie de comprendre, qui... voilà. Et c'est comme si justement l'affaissement, justement, ou le relâchement, il arrive au moment justement où on enlève les barrières qu'on a mis autour de nous pour nous protéger de l'extérieur. On les enlève pour pouvoir explorer un peu plus loin. Voilà. Bon. Mais ça demande en effet une sorte de précaution, en fait, parce que ça peut être aussi agressif. Euh, voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, je me rends compte que c'est compréhensible que tous les gens qui sont dans des logiques de privilège, bah, dont moi, je suis un privilégié blanc par exemple, bah en fait, c'est un peu dégueulasse, mais je crois que euh, comme j'ai d'autres problèmes aussi à régler, je règle ces problèmes-là, en fait, alors, et je sais pas si après, enfin, comment je peux me déconstruire en tant que blanc, comment je sais pas, mais j'imagine que il y a ici un espèce de contrôle de ça. Je sais pas de quelle manière en fait je reproduis des formes de privilèges et d'oppression aussi par rapport à ça. Euh, je sais pas, est-ce que si par exemple j'avais, enfin je sais pas, moi je me pose la question du coup de que parce que je voyais ça aussi, hein, je voyais ça un documentaire sur la bourgeoisie, c'est un documentaire sur Arte là, qui s'appelle La cuillère en argent. C'est des jeunes qui ont fait l'ENA, Sciences Po, tout ça, et c'est marrant parce que dans leur manière de parler, d'être, tout ça, à part certains outils de langage, ça reste des gens que j'aurais pu côtoyer au collège-lycée sans que je me doute qu'ils soient vraiment de la grande bourgeoisie, quoi. Donc voilà, si ce n'est justement que voilà, quelque part, bah, leurs parents les inscrivaient à plein d'activités artistiques, à des cours du soir en plus. Il y a une pression aussi assez importante qui est mise sur les études. Donc en fait, il y a vraiment un anti-relâchement, justement. Il y a un truc, il y a un étau qui a l'air là, quoi. Et je me dis, ça construit aussi une forme un peu de traumatique aussi. C'est un truc, je crois que ça va être une sorte de crispation très puissante aussi, je me dis. Et puis là, je voyais du coup en réaction par rapport à ça, je me dis, bah, quelque part, les classes populaires, est-ce qu'elles sont dans ce même étau aussi ou pas? Alors oui, dans le sens oui. Dans le sens oui quand même, c'est clair, mais est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que c'est... Il y a quand même une grande... Je voyais quand même cette grande pression qui était mise là, en fait, qui passait pour un truc aussi quelque part un peu cool, un peu fun, et pourquoi pas, mais c'est pas non plus c'est pas non plus des villes les plus à plaindre non plus, mais il y avait quand même un contrôle de ça, quoi. Vous sentez cette pression. Je me demande par contre s'il n'y a pas affaissement autre part. Parce que c'est vrai que quand on parle d'affaissement, il y a aussi l'idée que on imagine par exemple, ouais en fait un vieux gâteux par exemple, les vieux gâteux qui sont un peu séniles. On dit qu'il y a une espèce d'affaissement comme ça, soit ils sont aigris, ils peuvent être aigris, ou il peut être chiant avec les gens aussi, ou au contraire être fou, enfin un peu fou, puis à raconter n'importe quoi. Mais c'est une forme de liberté ça aussi. Moi je me dis plutôt c'est peut-être des gens qui justement ont passé leur temps à être crispés et à contrôler quelque chose, pour avoir une retraite par exemple, comme ça. Et puis au moment où ils l'ont, ou je sais pas, au moment de la quarantaine par exemple, un truc comme ça, ils se sont dit qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait, et puis finalement ils sont passés à côté de leur jeunesse parce ils ont pas lâché quelque chose justement. Ils se sont pas lâchés. Et c'est peut-être là justement où il y a ce truc là de ah merde, cette aigreur, et je sais pas si c'est un affaissement ou quoi, mais un truc où
Peut-être que du coup, il n'y a plus d'envie, en fait. Ils ont déjà crispé quelque chose, donc ils veulent pas, je sais pas. En fait, peut-être que du coup, ils lâchent prise au niveau de l'argent, ou de, ils vont dépenser l'argent dans des trucs qui sont pas importants, ou que. C'est peut-être ça, en fait, quelque part. Mais c'est parce que, quelque part, ils ont érigé des barrières tellement énormes sur plein d'aspects de leur existence, que les seuls qui restent, c'est la réussite professionnelle ou des trucs comme ça. Et là-dessus, par contre, bah voilà, là-dessus, ils lâchent à ce moment-là, prise. Ouais, je sais pas, bon. Mais je me rends compte en tout cas que lâcher prise, ça correspond à ça en fait. On peut lâcher prise que si on fait un travail d'abord important sur soi, sur des angoisses qui sont là, qui sont personnelles, mais qui ne sont jamais que personnelles, qui sont toujours des angoisses qui circulent collectivement. Euh, mais il faut d'abord travailler là-dessus. Il faut travailler beaucoup sur soi pour voir là où on a peur, et puis se dire qu'est-ce qu'on a vraiment peur et comment on peut faire pour dépasser cette peur progressivement, quoi. En faisant attention à soi, quoi. Bon, j'arrête là.